Bienvenue dans M&A Insider. Je suis Valentin Freudenreich et je vous propose le podcast qui dévoile les coulisses de la cession d'entreprise. Ici, pas de détour. On parle stratégie, secrets bien gardés et erreurs à éviter. Que vous soyez banquier d'affaires, investisseur en private equity ou dirigeant, chaque épisode vous apporte des insights concrets. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je travaille en M&A et j'ai toujours été frustré par le manque de contenu partagé. Avec M&A Insider, nous allons progresser et enrichir ensemble ce domaine. C'est parti. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être de retour sur ce format de solo podcast où j'aborde différents sujets du M&A, soit mon quotidien en tant qu'associé, en tant que dirigeant d'entreprise, comment je m'organise, comment je travaille, soit des aspects plus techniques du processus M&A. Donc le dernier épisode était sur le roadshow. Et là, aujourd'hui, je vais aborder le mémorandum. Et on va voir comment le construire, quelles sont les grandes idées, les grandes erreurs à éviter, et pourquoi aussi ce document est important. Mais déjà, voilà, petite update aussi sur Integrity. On a fini l'année comme on le souhaitait. Très bien, parce qu'on a closé 2 deals en fin d'année. Je crois que je vous en avais parlé dans les derniers épisodes. C'était en discussion, c'était en finalisation. Et bien ça c'est fait, un dans l'ingénierie et l'autre dans une agence marketing dédiée à la rénovation énergétique. Donc 2 secteurs, le service aux industries et le pôle maintenance du bâtiment, qui nous sont chers pour nos verticales. Donc on continue nos track records et là on est en bonne voie sur un autre deal qui sera dans ce qu'on peut appeler l'industrie. J'espère vous en parler davantage prochainement. En tout cas, nous, on se développe pour rappel, nos verticales, c'est l'industrie de production, le service à l'industrie et en particulier l'ingénierie, la maintenance du bâtiment et là en particulier le génie climatique, et un pôle tech marketing avec des deals dans des logiciels marketing, des agences marketing et certains logiciels VMS comme on a pu faire sur des logiciels du bâtiment. Je dis ça, mais j'ai cité 2 deals, mais il y en a un troisième, sur un logiciel pour les artisans du BTP, pour la collaboration dans des entreprises du BTP. Ça nous motive, ça nous pousse à continuer à grandir. On a vraiment maintenant trouvé notre stratégie, notre façon de faire et notre capacité à réussir à trouver des deals et les sortir sur les verticales que j'ai citées. Et donc, finalement, cette année, l'objectif, c'est d'être encore meilleur chacun dans nos rôles respectifs. Finalement, Maxime et moi, en tant qu'associés, réussir à sourcer, à convaincre des dirigeants de plus en plus de nous faire confiance sur ces moments charnières pour eux. En tout cas, quand on touche à des PME entre 500 000 et 3 millions d'EBITDA sur ces verticales, c'est notre cœur de métier. À nous de les trouver et à nous de les convaincre. Et à notre équipe d'exécution, même si Maxime est encore très impliqué là-dessus, mais je pense en particulier à Joël et Arthur, d'être plus performants, d'être encore plus précis sur des sujets d'exécution que sont les phases de préparation, le mémorandum, l'analyse financière, ou la préparation des process de roadshow. Et ça nous motive, et la stratégie est claire. Et ça amène en fait, finalement, encore une fois, l'objet de ce podcast, c'est de retravailler sur les bases d'un de nos métiers, c'est le mémorandum. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs qu'on en parle en équipe, ça fait plusieurs fois aussi que des dirigeants me disent mais à quoi ça sert cette grande présentation globale ? En élément de réponse que je peux apporter, c'est que c'est le document qui permet déjà au conseil d'être sûr d'avoir très très bien compris la société et d'être ainsi armé pour la défendre lors des discussions orales avec les contreparties. Ça, c'est un élément qui saute pas aux yeux, mais au final, tout ce travail de recherche d'informations, de synthèse d'informations, nous amène à avoir une conviction forte sur comment on va le défendre, ce dossier, quand on parle avec des acquéreurs. C'est aussi la présentation qui va prouver, démontrer à un investisseur, à un acquéreur, pourquoi il devrait s'intéresser à la société, pourquoi il devrait investir ou acheter cette société.
et aussi en toute transparence, quels sont les risques et quelles sont les opportunités. Donc c'est ce qui va, dans des premières phases de contact aussi, lui permettre d'avoir les informations pour se faire une conviction, une première conviction en tout cas, pour avancer dans le dossier. Et dans un deuxième temps, ce document servira aussi en interne pour les acquéreurs. Ça, c'est un élément clé. Nous, on va aller parler à un CEO d'une société, à un responsable M&A. On va le convaincre, on va l'intégrer au processus. Il ne faut pas oublier que dans la grande majorité des sociétés, des fonds d'investissement, il y a donc après des comités pour éviter les grosses erreurs d'une équipe d'investissement ou une équipe d'exécution, évaluer les risques à froid. Et ces personnes-là, ils n'ont pas forcément passé énormément de temps sur le dossier, ils n'ont peut-être pas rencontré le management, ils ne nous ont pas parlé directement, mais ils ont accès à ce mémorandum. Et le deal dépend de leur accord. Donc c'est à nous d'être assez synthétiques, parce qu'ils vont aussi peut-être parfois le parcourir rapidement. C'est à nous d'être convaincants et de leur présenter toutes les informations pour qu'ils puissent prendre cette décision. Donc voilà à quoi sert un mémorandum. Et maintenant, on va passer à comment on le construit. La première étape, c'est une étape clé et difficile, c'est l'analyse et la recherche des informations. Il faut recueillir toutes les données financières, opérationnelles, stratégiques et les valider. On y reviendra. Vérifier la cohérence des informations. Et donc, c'est arriver avec la bonne request list et être capable de suivre le dirigeant ou son équipe support, comme un DAF ou une DAF, pour recueillir ces informations. Sans quoi, on aura soit un mémorandum incomplet, et on aura même l'envie de travailler, mais on sera bloqué à ça. Donc, ça, c'est un élément pas facile, mais de savoir driver son client, le dirigeant, son équipe, pour recueillir. Parce que lui, il faut se mettre à sa place. Il reçoit une request list avec des dizaines de demandes sur Excel, mais il a clairement envie de faire autre chose de sa journée. Et d'autres membres de l'équipe peuvent se dire aussi, oh là là, aller faire de la recherche de documents dans mon propre drive, dans mon propre... je vais faire ça à la va-vite, hop, je vais mettre un document, tac, tac. Mais dès qu'il y a la moindre difficulté, on passe. Et donc savoir diriger, inciter l'équipe à nous fournir tous les documents et les bons, c'est très important. Et ça, c'est de la qualité humaine, c'est de la qualité humaine. Et ça, c'est de la qualité humaine, de communication pour parvenir à cet objectif. Donc il faut impliquer toutes les parties prenantes pour, à la fin aussi, avoir les bons documents et assurer de l'exactitude et la cohérence des informations. Ensuite, il faut être capable de cartographier les bonnes informations pour en ressortir toutes celles qui sont stratégiques, en identifiant déjà les sources d'informations disponibles. Est-ce qu'il y a un ERP? Quels sont les tableaux de bord financiers? Quels sont les logiciels internes utilisés? Est-ce qu'il y a des rapports annuels pour les actionnaires? Comment fonctionne le CRM? Et montrer aussi aux dirigeants et à son équipe la priorisation pour avancer pas à pas, étape après étape. Quelles sont les données critiques pour avancer, pour débuter le processus de réalisation d'un mémorandum M&A. Ensuite, quand on a recueilli assez d'informations, c'est très important de passer du temps à cleaner la donnée pour éliminer les incohérences entre un tableau de suivi, le logiciel interne, la compta. Donc, avant de se lancer dans la réalisation, il faut vérifier la donnée pour pouvoir travailler assez efficacement. C'est assez logique. Et ensuite, organiser des sessions de validation et des sessions de travail avec des responsables métiers. Là, tout dépend encore une fois de la confidentialité qui est mise dans cette opération. Mais l'idéal pour nous, en tant que réalisateur d'un mémo, c'est d'avoir accès à des responsables métiers comme finance, commercial, la production, pour leur poser des questions précises et techniques qui vont venir améliorer l'impact du mémo. Et ensuite, ça me fait le lien, il faut se focus sur la granularité des données. Il faut éviter d'être trop descriptif sur des
sur un peu des platitudes, ou avoir une présentation qui est beaucoup trop agrégée. Des investisseurs, des acquéreurs veulent comprendre la structure fine de la rentabilité, la structure fine de l'opérationnel. Ça, c'est notre rôle de trouver cette information et de leur fournir. Et une autre étape, c'est d'avoir un Q&A en interne qui soit complet, qui aborde toutes les questions, pour être sûr de ne pas avoir d'oubli dans notre recherche et dans notre travail. Ensuite, quand on a recueilli toutes les bonnes données, quand on a fait ces premières sessions de travail, c'est le moment de définir la cohérence narrative du document, ce qu'on appelle aussi l'equity story. Ça, c'est souvent réalisé forcément par des personnes plus seniors, mais de se dire quel va être le grand message ou les 3-4 grands messages qu'on va travailler, répéter dans ce mémorandum. On veut se dire, voilà, le lecteur, il va ressortir avec ça. Et après, comme ça, on checkera chacune de nos slides en se disant, est-ce que ça amène le lecteur à aller dans le sens de la pensée qu'on a voulu défendre. Pour ça, c'est un travail d'analyse, de recherche et de réflexion de notre équipe et ensuite une itération avec le dirigeant. Sur certains deals, on a aussi accès à des due deals stratégiques qui nous permettent justement de challenger ou même de définir ces axes pour le mémo. Donc là, voilà, on a toutes nos données. On a notre data room, peut-être une data room light prête. Les données sont cohérentes, vérifiées. Et on a nos 4 axes pour ce mémo. D'ailleurs, là en ce moment, on travaille aussi, comme tout le monde, avec le buzzword de l'IA, mais comment intégrer l'IA dans nos métiers. Et l'IA est assez forte pour analyser de nombreuses données et en ressortir des grandes pistes de réflexion. Et on a vu quelque chose qui était pas mal, c'est d'analyser tout ce qu'il y a dans le CRM d'une entreprise, par exemple les retours clients d'une entreprise, pour identifier des tendances sur la satisfaction client, la croissance d'un produit ou d'un service. Ça permet d'enrichir le mémorandum avec des insights précis. Maintenant, si on passe à la suite, la prochaine étape est de s'assurer qu'on ait bien dans notre document une structure standard par rapport à ce qu'on attend d'un mémorandum M&A. Ça, c'est nécessaire parce que des investisseurs ou des responsables M&A dans des corporates reçoivent de nombreux mémorandums et donc il leur faut une structure claire qui leur permette de trouver rapidement les informations clés. Ça renforce aussi la crédibilité du dossier. On comprend qu'on est dans un processus M&A mené par une banque d'affaires qui a l'habitude de faire ça. Et donc le mémorandum est une des premières étapes de ce process, mais qui rassure sur aussi la qualité des autres étapes du process avec ce conseil. Et de plus, par rapport d'ailleurs même à mon point 1, avec une structure standardisée, ça facilite la comparaison avec d'autres dossiers que la contrepartie aurait reçus. Et donc si on a confiance dans notre dossier, tout ça, ça va jouer en sa faveur en le mettant en valeur. Maintenant, je vais pouvoir lister les sections incontournables d'un mémorandum. Voilà, là on va simplement parcourir ces éléments, ce qui vous permettra de faire une checklist et ainsi d'être sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut lors d'un mémorandum. Donc la première partie, c'est forcément l'executive summary. Donc ça va permettre de poser les bases du document et capter l'attention dès le départ. Donc dans les éléments clés, on retrouve forcément une synthèse des points saillants de la société, l'activité principale, ses chiffres clés, chiffre d'affaires, EBITDA, marge, tout de suite les avantages concurrentiels, les opportunités de croissance identifiées. Donc là, on revient à peut-être aux 3-4 messages qu'on aura définis en phase de préparation. Peut-être un historique aussi de la société pour mieux comprendre son contexte, sa structure actionnariale. Ensuite débute le document. Souvent, on commence par une analyse du marché et le positionnement de la société dans ce marché, avec comme objectif de montrer que l'entreprise évolue dans un secteur porteur. On va venir à analyser les tendances macroéconomiques, analyse des facteurs exogènes, la réglementation, l'innovation technologique dans ce marché, les cycles économiques qu'il y a pu avoir. Et donc l'impact de ces facteurs sur l'entreprise. Est-ce que c'est des opportunités? Est-ce que c'est des menaces? La segmentation du marché. Présentation aussi des sous-marchés adressés par l'entreprise. Et la part de marché
de l'entreprise justement dans ces sous-marchés. Parce qu'il y a des opportunités d'expansion. Puis aussi une étude concurrentielle, forcément, un benchmark précis des concurrents, ses forces, faiblesses, positionnement stratégique, et l'avantage compétitif de l'entreprise par rapport aux acteurs du marché. On ajoute aussi souvent une freeze M&A qui montre les opérations M&A qu'il y a pu avoir sur les concurrents qu'on a cités précédemment ou même sur le marché en général. Ensuite, on passe à la présentation des activités principales. Donc là, ça donne une vue opérationnelle et stratégique des activités. Donc on décrit les produits ou les services, les caractéristiques techniques, la valeur ajoutée, le cycle de vie des produits, les perspectives aussi d'innovation. On les chiffre par segment d'activité. Le CA, la marge de chaque segment ou de division. On présente aussi les clients clés et aussi la diversification client. Ça, c'est souvent un élément qui est demandé. Est-ce que le portefeuille est assez diversifié? Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur un client qui réaliserait 20-30% du chiffre d'affaires? Et l'élément central reste la récurrence. On le voit dans la valorisation qu'ont les SaaS en ayant prouvé leur récurrence. Quand c'est des SaaS avec peu de churn, ça donne une valeur à la société qui est énorme. Et donc, pour son client, même dans des métiers où la récurrence n'est pas contractuelle, mais la récurrence peut être naturelle par l'historique de la société, la qualité qu'elle a pu rendre. Donc il faut réussir à démontrer cette récurrence naturelle et la fidélité des clients et des contrats associés. Ici, on vient aussi ajouter une slide chaîne de valeur qui vient placer la société dans la chaîne de valeur de son marché et comprendre ses interactions avec les autres acteurs. C'est aussi en travaillant cette slide que ça permet d'anticiper, ou même en fait souvent c'est parallèle, le travail de recherche des contreparties qui vont être les acquéreurs pour notre société. Et cette slide de chaîne de valeur nous permet aussi d'être encore meilleurs dans la réalisation de la liste d'acquéreurs. Et ensuite, bien sûr, on passe forcément à une partie sur l'analyse financière qui sera assez dense pour fournir aux contreparties une compréhension fine des performances. On présente les 3 ou les 5 dernières années, l'évolution des marges, le BFR, les flux de trésorerie. Parfois, on fait des bridges aussi pour expliquer ce qui s'est passé d'une année sur l'autre. Des bridges par client, des bridges par pays, des bridges par produit ou par type de service. C'est très très intéressant. Il y a aussi la slide, et encore une fois, s'inscrit dans une réflexion plus globale sur la valorisation, mais la slide sur l'EBITDA et les ajustements qu'on propose sur l'EBITDA. Quels sont les retraitements? J'avais fait d'ailleurs une vidéo ou une série de vidéos d'ailleurs sur les retraitements de l'EBITDA. C'est un élément clé du métier de maîtriser ces retraitements parce que pas oublier qu'une valorisation, c'est souvent on prend un agrégat de rentabilité, on y applique un multiple. L'agrégat, c'est l'EBITDA, on part souvent de l'EBITDA comptable, mais lors d'un deal, on va venir placer la valorisation sur un EBITDA normatif. Et donc si on trouve un retraitement sur notre zone de métier, quand on trouve des retraitements qui font 50 000, 100 000 euros, fois un multiple de 7, 8, 9, c'est considérable pour notre client, pour son cash out. Et ensuite, on va venir présenter le business plan, donc les projections financières. Donc on aura un document Excel bien plus complet, mais on vient le présenter quand même aussi dans le mémorandum. Donc quels sont les scénarios prévisionnels qu'on propose, comment ils sont basés sur des hypothèses, sur quelles hypothèses et la solidité de ces hypothèses. Il faudrait être bon pour expliquer les moteurs de croissance. Est-ce que c'est la croissance organique? Est-ce qu'il y a des possibilités de croissance externe? Est-ce qu'il y a des possibilités d'aller sur des nouvelles géographies? Ensuite, on présente
souvent les actifs et les passifs stratégiques. Identifier les ressources critiques et les risques potentiels. Qu'est-ce qu'on a en actifs, quel est le parc machine par exemple, ou la qualité de ce parc machine dans une entreprise industrielle de production. Est-ce qu'il y a des équipements stratégiques? Ou alors aussi parfois des actifs immatériels, des marques, des brevets, des technologies propriétaires. Et à l'inverse, quels sont les engagements financiers? C'est là où on va présenter la dette nette ajustée. C'est encore un élément clé de la valorisation, parce que, je le répète, ce que j'ai dit avant, c'était comme ça qu'on calcule la valeur d'entreprise, donc un agrégat fois un multiple. Il y a bien sûr d'autres méthodes, mais c'est la plus utilisée. De là, on obtient une valeur d'entreprise. Et ensuite, la transaction, ou le dirigeant, en tout cas le cash out du dirigeant, elle est avant tout sur la valeur des titres. La transaction se fait sur la valeur des titres. Et comment on passe de la valeur d'entreprise à la valeur des titres? C'est en ajoutant la trésorerie nette et en enlevant la dette nette ajustée. Et donc, dans ces engagements financiers, il faut venir présenter la dette financière nette ajustée également, parce qu'on peut y appliquer des retraitements. On pourra finir aussi par justement des slides plus stratégiques sur les risques et les opportunités de la société. Et c'est là ce que j'aime bien faire dans un business plan et ensuite le présenter dans un mémorandum, c'est d'intégrer des scénarios de stress test. Déjà peut-être qu'il en a déjà eu historiquement, donc montrer comment la société a été résiliente lors de grandes crises qui ont pu impacter le monde économique ou en tout cas son secteur. Mais là aussi, faire des stress tests sur le business plan, ce qui permettra aussi de voir la sensibilité de certaines variables et de comprendre la dépendance de l'activité à la réussite de ces variables-là. Ensuite, le mémo comportera aussi, bien sûr, une présentation de l'équipe et de la structure RH en y associant, bien sûr, pas mal de présentations des KPIs RH, quelle est la productivité. Ça sera à voir aussi avec l'équipe comment elle juge et comment elle démontre la performance de l'équipe, sa fidélité aussi, est-ce qu'il y a du turnover ou non. Et ensuite, on pourra finir le mémo par une slide sur l'opération qui est envisagée et les contours de l'opération qu'on va mener. Après avoir réalisé tout ça, j'ai été coupé par un appel assez important, donc j'ai dû le prendre. Donc maintenant, il faut que je me remette dans ce fameux podcast. Donc j'en étais où je pense qu'on avait fini sur la structure du mémo. Et l'idée maintenant, c'était plutôt de voir quelle était la structuration visuelle et l'art de hiérarchiser l'information. Donc on avait dit au début d'avoir un plan standard et également dans le visuel, il faut être standard à ce qu'on attend d'un mémorandum M&A. Donc l'important, c'est dans les titres et les sous-titres, d'être assez clair et d'utiliser une typographie uniforme et hiérarchisée. Donc souvent pas plus de 2. Toujours la même pour le titre 1, toujours la même pour les sous-sections. Limiter aussi les titres à une ligne, et éventuellement 2, mais principalement une pour éviter les surcharges visuelles. Il faut aussi, maintenant que tous les mémorandums sont surtout numériques, insérer des liens cliquables vers chaque section pour pouvoir revenir rapidement et naviguer dans le document le plus facilement possible. Inclure aussi logiquement des numéros de pages. C'est déjà visuel, mais c'est aussi important pour les versions qui seront imprimées. Découper aussi chaque slide en blocs visuels, qui doit comporter un paragraphe. N'oubliez pas, j'y pense, mais d'être un élément, tous ces paragraphes doivent vraiment être des paragraphes d'argumentation, et non pas simplement des paragraphes qui décrivent une situation, ou alors justement dans l'autre bloc à côté qui présente un graphique ou un tableau. Donc aussi, n'hésitez pas à apporter des graphiques, apporter des tableaux pour rythmer la slide et rythmer même la présentation.
Bon, conseil aussi de base, toujours qu'une seule police. Pareil pour le sujet des titres, pas plus de 2 polices, de taille de police, dans le document. On choisit souvent, on va dire, une police entre 10 et 12 pour une lecture assez fluide, et pour les titres, entre 14 et 18. Pour l'espacement, on utilise un interlignage d'au moins aussi 1,15 pour éviter une lecture trop dense, et de même avoir toujours avoir assez de place quand même pour des marges, et avoir toujours la même disposition, les mêmes marges, pour quand on passe le document, qu'on ait vraiment une sensation de clarté et d'organisation du document. Pour finir sur ce sujet du mémorandum, il y a les étapes de validation. Ça, c'est aussi très important, parce que quand on passe beaucoup de temps dans un document, parfois il y a des erreurs, il y a des incohérences qu'on a pourtant lues 12 fois mais qui sont passées. Et donc, c'est souvent un document qu'on vient faire lire en interne à différentes personnes. Quand je dis en interne, c'est même l'interne du deal, donc ça veut dire l'équipe de la banque d'affaires, d'autres membres de la banque d'affaires, des juniors, des seniors, pour avoir vraiment ce check, mais aussi en interne dans la société. Encore une fois, ça dépend de la confidentialité, mais ça permet d'aller montrer le document à d'autres opérationnels dans le top management pour recueillir leur retour là-dessus. Pour vérifier aussi en situation réelle ce mémorandum, on classe souvent la liste de contreparties en différents groupes, tier 1, tier 2, tier 3, et ça peut être l'occasion d'aller tester en appelant une des contreparties, en lui envoyant le mémo aussi avant, bien sûr avec les phases de teaser, de NDA, mais si on sait que voilà, c'est un hacker qui a l'habitude d'approfondir son analyse de dossier, mais qui pour ce deal en particulier ne serait pas prioritaire, ça peut être l'occasion d'aller tester le mémorandum avec lui en situation réelle, en l'appelant derrière, en disant voilà, est-ce qu'on peut le parcourir ensemble, je te l'explique. Ça, c'est très très important. Encore une fois, on peut se préparer en interne, mais être confronté au marché, mais sans mettre en utilisant finalement un hacker qui n'est pas clé pour notre deal, ça peut être super utile. Bon, je finirai là-dessus, mais c'est vrai qu'après, il ne faut pas oublier, après avoir fait le mémo, de préparer une version bien sûr plus succincte pour en faire un teaser, et également de faire des versions anonymes du teaser et du mémorandum par rapport à ce qu'on voudra mettre en place en termes de confidentialité pour l'opération. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment vous apporter de la valeur sur ce type de format. En tout cas, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. Ça, c'est vraiment la phrase du coup de vieux là, après avoir 2 enfants. Là. Cette tournure de quand j'étais plus jeune. Mais bon, voilà. Enfin, je dis ça parce que c'est vrai qu'en ce moment, aussi, l'activité est très chargée chez Integrity. Et je sais que je reçois aussi beaucoup de contacts d'étudiants ou de jeunes professionnels pour échanger sur le métier. Et malheureusement, je suis toujours pris là sur l'exécution ou le travail commercial chez Integrity. Et voilà, c'est aussi ces contenus qui me permettent de vous l'envoyer, de le partager, et à la place d'un échange direct. En tout cas, n'hésitez pas à me faire encore une fois des commentaires en m'écrivant sur LinkedIn ou par email sur ce podcast si vous voulez des axes en particulier ou d'autres types d'interviews. À laisser aussi une note sur Spotify ou Apple Podcast là. À chaque fois, à chaque message, à chaque remarque ou chaque note, ça me fait forcément plaisir et ça me pousse à continuer. Donc, allez, merci à vous pour cette écoute et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte bien continuer à développer ce projet et le rendre encore plus concret. Prochainement, j'organiserai des événements de networking et des Q&A live. Vous trouverez un lien dans la description pour vous inscrire. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, laissez une note de 5 étoiles. Cela m'encouragera et aidera le podcast à se faire connaître auprès d'un plus large public. Merci et à bientôt.